Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Avec l'arrivée imminente de l'aberration élémentaire dans l'univers de Briscard, il serait grand temps quand même de parler de l'aberration alchimique dans la taverne de Pongo Jones. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Cette aberration alchimique est un gros morceau, extrêmement puissante et avec de nombreuses capacités qui en font un adversaire redoutable. Donc on va essayer de voir d'abord en fait sa constitution, hein. Donc cette aberration alchimique possède une seule tête, deux bras et deux jambes à tous les niveaux et une épaulette à partir du niveau 2 et aussi au niveau 3. Donc, cette épaulière va apporter quand même de nombreuses capacités supplémentaires, une puissance de feu importante. Mais c'est vrai que l'aberration alchimique entre le niveau 1 et les niveaux 2 et 3 change grandement en termes de puissance de feu et de capacité de destruction massive. C'est aussi logique puisque l'aberration alchimique au niveau 2, au niveau 1 pardon, est taillée pour affronter une bande à 500 points, alors qu'au niveau 2 on est quand même sur du 1000 points en face, et au niveau 3 on arrive même à du 1500 points. Alors, on arrive vraiment, comme je disais, c'est un gros boss de donjon, voire un gros boss de raid. Si à 1500 points, il y a quand même moyen d'activer énormément de briscards en face. Voilà. Mais ce n'est pas tout. En plus de ceci, cette aberration possède quelques capacités caractéristiques assez particulières, puisque en plus de ses membres, euh, cette aberration possède trois mâts, aux trois niveaux d'ailleurs, hein. Un mât d'artimon, un grand mât et un mât de misaine. Ces trois mâts en fait sont rattachés au corps de l'aberration et possèdent des points de structure. Détail important, hein, par exemple le mât d'artimon possède 10 points de structure, comme vous pouvez le voir sur le tapis de jeu, mais le grand mât 20 et le mât de misaine 10. Chacun de ces mâts, tant qu'il est en vie, ou en tout cas en état de fonctionner, va apporter des bonus non négligeables et même extrêmement importants à cette aberration. Le mât d'artimon, lui, va faire que au début et à la fin de chaque activation d'un membre, l'aberration va avoir un mouvement gratuit d'une brasse avant et après. Donc, globalement, elle va se déplacer à chaque activation de deux brasses, gratuitement, hein. Euh, le grand mât, de son côté, va tout simplement ignorer les échecs critiques pour la tête, qui s'appelle la tronche de coq, hein, qui peut avoir un effet effectivement intéressant par rapport à ses capacités. Et enfin, le mât de misaine, le mât potentiellement le plus puissant, permet en fait à l'aberration d'avoir une ligne de vue sur la totalité du jeu et d'ignorer tous les états qui pourraient protéger et bloquer les lignes de vue, comme se cacher, les potions d'éther, les camouflages, etc. Donc, tant que le mât de misaine est en jeu, aucun briscard ne peut se protéger des lignes de vue de cette aberration. Et c'est extrêmement important parce que, comme on va le voir après, cette aberration a de nombreuses capacités à distance. Et donc, se cacher, se protéger de ces capacités-là est extrêmement important. Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie que ces mains, rattachées donc au corps, ont des points de structure? Ça signifie que ce sont des objets. Donc, ils sont destructibles, comme des tonneaux ou des décors ou des objets de scénario, et non comme comme des membres ou des briscards. Ils n'ont pas des points de vie, mais des points de structure. Donc, pour les détruire, il faut faire l'action particulière, détruire un objet. Et là, on le verra, hein, c'est extrêmement important, puisque pour détruire un objet, il n'y a pas, si je ne me trompe pas, de capacité à défendre, hein. Il suffit de réussir l'action détruire un objet, et on va infliger les dégâts de points de structure. Et ces dégâts de points de structure peuvent être améliorés par certaines capacités de certains briscards et par certaines armes. Je pense d'abord, par exemple, à la hache d'abordage qui fait que la destruction d'un objet, l'action est beaucoup plus simple. Il y a d'autres armes qui permettent d'augmenter le nombre de dégâts qu'on va faire en points de structure, etc. Et donc, ça fait que même certains petits profils briscards qui, comme on va le voir, auraient du mal
avoir des effets sur cette aberration vont quand même pouvoir s'activer et être utiles pour détruire ces différents mâts. Et détruire ces mâts rapidement est extrêmement important, voire carrément vital, comme on va le voir par la suite. Alors, il y a d'autres capacités importantes qu'il faut voir par rapport à cette aberration alchimique, c'est que elle est rattachée complètement aux membres, enfin au corps, mais elle va commencer la partie et au fur et à mesure de la partie entre ses capacités et ses membres, elle va générer des tas de boulons. Et ces tas de boulons, c'est l'une des forces et l'une des capacités un peu particulières de cette aberration. Et c'est d'ailleurs ce qui la rend extrêmement puissante et résiliente, puisqu'en fait l'aberration va commencer de souvenir avec niveau tas de boulons en jeu sur la table. Et en fait, à chaque fois qu'un membre de l'aberration va être détruit, il va générer un tas de boulons à proximité de l'aberration. Et je crois que les anomalies, quand elles sont détruites, vont se transformer initialement aussi en tas de boulons. Ces tas de boulons, en fait, c'est un élément de décor indestructible, hein, ce qui est bien dommage hein, pour les pauvres ischias, mais ce qui est fort pratique pour l'aberration. Et ces tas de boulons vont avoir plusieurs intérêts pour l'aberration. Déjà, le premier, c'est que si l'aberration entre en contact ou dans la zone de contrôle, dans sa zone de contrôle, il y a un tas de boulons, ce tas de boulons va pouvoir être consommé pour récupérer 3 points de vie sur un des membres, donc faire un petit soin, mais gratuitement, il n'y a pas besoin de point d'action, il suffit de se déplacer, ou alors rajouter 3 cases d'armure, réparer 3 cases d'armure à l'armure d'un des membres. Ça, c'est l'effet de base. Sauf que, en fait, à chaque fois que vous allez activer un briscard, vous allez lancer un des 10 par tas de boulons sur la table. Et si vous faites un critique, c'est-à-dire un 1 ou un 10, hein, ce tas de boulons va se transformer. Hein, et va se transformer à défaut en anomalie alchimique du choix du joueur qui gère l'aberration. Mais si cette aberration a déjà perdu un membre, et on rappelle quand même, à chaque fois qu'on perd un membre, il y a un tas de boulons qui apparaît. En fait, ce tas de boulons se régénère et se retransforme en membre détruit. Et ce membre détruit revient avec la moitié de ses points de vie. Et ce membre, en fait, sera détaché, puisqu'il va réapparaître au niveau du tas de boulons. Globalement, le tas de boulons sera par exemple une tête, un bras ou une jambe. Hein. Et ce tas de boulons transformé en membre, avec la moitié de ses points de vie, va pouvoir s'activer normalement. Voilà. Il sera détaché, hein, donc il va avoir quelques capacités en moins. Par exemple, un membre qui est détaché ne pourra pas utiliser, par exemple, la capacité de se disloquer quand un boulet de canon lui tire dessus. Hein, et ne peut se déplacer que s'il a une capacité de mouvement, c'est-à-dire une jambe. Hein, donc un bras, une épaulette ou une tête va rester sur place et ne pourra pas se déplacer. Le seul moyen après pour se rattacher au corps, c'est que soit le corps se déplace vers ce membre détaché, soit que ce membre, s'il a un mouvement, une capacité de mouvement, se déplace pour arriver dans la zone de contrôle du corps. Et dans ce cas-là, pouf, il se rattache au membre. Mais on voit tout de suite en fait que la destruction d'un membre qui génère un tas de boulons, ben, globalement vous avez une chance sur 5 si on est du point de vue de l'aberration, ou un risque sur 5 si on est du point de vue des briscards, de revenir à la vie assez rapidement et assez régulièrement. Et tout de suite, on remarque une grande capacité de résilience par rapport à ça. Cette résilience est encore majorée par la présence généralisée d'une armure renforcée. En effet, chaque membre de cette aberration possède une armure déjà relativement conséquente qui, en plus, est systématiquement immunisée à l'effet perce-armure. Et en plus, certaines de ces armures possèdent un effet qui est doublé en fonction du type d'arme, comme on va le voir par la suite. Justement, cette aberration, qu'en est-il? Au niveau de ses caractéristiques, c'est une aberration qui possède des caractéristiques extrêmement puissantes. On continue encore dans le, on va dire, dans le surdosage.
puisque cette aberration possède une constitution qui va de 8 à 10, ainsi qu'une force qui va elle aussi de 8 à 10. Donc finalement, comme les deux premières aberrations, une constitution et une force extrêmement élevées. Il y a par contre une différence pour les autres caractéristiques, puisque la dextérité, elle, est relativement bonne, puisqu'elle va de 4 pour le niveau 1 à 6 pour le niveau 3. L'agressivité est extrêmement élevée aussi, de 3 à 5. Par contre, le point particulier, c'est le mental, le moral de cette aberration, puisque au niveau 1, le mental est de 5, qui est plutôt bon. Par contre, à chaque niveau, il va diminuer, avec un niveau 2 mental 4 et un niveau 3 de mental 3. On remarque donc rapidement qu'en dehors de l'aberration de niveau 1, c'est une aberration qui va être relativement faible, voire carrément mauvaise, dans le lancement de sorts. Notamment la niveau 3, on voit que elle n'a pas vraiment la capacité pour vraiment lancer des sorts de manière efficace. En dehors de ça, un nombre de points de vie pour la coque extrêmement conséquent, de 35 et 45, et cette fameuse armure, moins 2, 6, moins 4, c'est déjà monumental. Elle ne peut pas faire d'échec critique, elle ignore forcément donc l'effet perce-armure, comme ça va être le cas pour toutes, et la coque absorbe le double contre les armes tranchantes. C'est pour cette aberration, ça va être donc très important d'avoir un système de dégâts assez varié au niveau des armes, comme on va le voir. Là, les armes tranchantes, au lieu de faire moins 2, 6, moins 4, ça va faire moins 4, 6, moins 8. Donc effectivement, même un colosse avec une arme tranchante va avoir un peu de mal à faire des dégâts sur la coque. Donc on va passer sur la tête et l'épaulière. Donc la tête, de son côté, cette tête, donc comme je disais, qui bénéficie entre guillemets d'un mental relativement faible, va néanmoins compenser ceci par des capacités plutôt intéressantes. Puisque en plus de l'armure qui, elle, est améliorée contre les armes contendantes, si je ne me trompe pas, va avoir une botte. Donc pour 3 points d'action, la tronche de coque, comme elle s'appelle cette tête, va permettre d'avaler tous les équipements manufacturés d'un briscard socle à socle, et ensuite lancer ce briscard à un des 5 brasses. Globalement, la tronche de coque, elle arrive, elle chope le briscard, elle le mâchonne, elle bouffe tout son équipement et elle le recrache tout nu. Voilà. Et non seulement, alors ça va pas faire de dégâts au briscard finalement, il n'y a pas de dégâts directs, sauf en cas de critique, mais les dégâts vont être très limités. Rappel, pour une aberration, un critique, ça va faire niveau dégâts. Donc dans le meilleur des cas, chaque critique va faire que 3 dégâts. Donc c'est pas une attaque qui va faire des dégâts. Par contre, le lancer va permettre de faire potentiellement quelques dégâts, mais surtout le fait de détruire les équipements est extrêmement puissant. Puisqu'en plus, chaque équipement ainsi détruit va être absorbé, soit pour régénérer des caisses d'armure ou des points de vie sur un membre de l'aberration, soit en fait pour mettre en jeu finalement gratuitement une anomalie alchimique qui, en plus, va être équipé des équipements dans la zone de contrôle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement, si vous avalez, je ne sais pas moi, l'arme de Renzé à son fameux sabre, enfin son katana, vous allez vous retrouver avec une anomalie alchimique avec un katana dans la main, quoi. Et c'est une attaque extrêmement puissante parce que l'aberration en elle-même étant quand même relativement endurante et résiliente, l'équipement est quand même fortement conseillé et nécessaire pour quand même faire des dégâts. Et on se rend compte que avec la tronche de coque, on a les moyens de détruire tout ça, ou même de détruire les armures du briscard. À côté de ça, tronche de coque, c'est une tête, donc elle peut toujours foutre des coups de boule.
Et des coups de boule, en fonction de la constitution, ça fait quand même des attaques avec des dégâts assez majeurs. Et donc là, on voit que finalement, le mental faible n'est pas trop grave. Au vu de cette capacité et des attaques de coups de boule, la tronche de coq peut quand même avoir quelques capacités intéressantes. Là, l'épaulette, donc l'épaulière, le deuxième membre, c'est, comme je l'avais dit, un membre qui n'apparaît qu'au niveau 2 ou au niveau 3 pour cette aberration. Et donc c'est clairement l'épaulière de bordée qui va être là pour infliger un maximum de dégâts en lanceur d'artillerie. Puisqu'effectivement c'est la première aberration qui possède une artillerie. C'est plutôt logique, puisque cette aberration c'est finalement l'amalgame d'épaves de navires, et donc c'est tout à fait logique qu'elle récupère quelques petits canons. Donc pour cette épaulière, l'armure, pareil, -2, 4, -4, qui absorbe le double de dégâts contre les armes perforantes. Bon, il n'y a que 4 cases, mais ce qui est relativement faible, mais rappelons quand même que les anomalies, l'état de boulon, etc., et certaines capacités, comme on va le voir par la suite, vont permettre de régénérer des cases d'armure au cas où. Et donc en fait, cette épaulière de bordée va avoir 3 types de canons. Chaque canon a 3 points d'action par tir, avec une recharge à 2 points d'action. Il n'y a pas d'effet d'échec critique, donc contrairement aux autres canons qui se tirent sur eux-mêmes, cette épaulière de bordée ne peut pas s'autodétruire. Hein, c'est un peu triste en tant que briscard. Et chacun de ces canons, globalement, va avoir un effet. Alors, c'est marqué portée 6, c'est pas tout à fait ça, puisqu'on va voir que pour les 2 premiers canons, c'est des canons d'artillerie pure, avec des difficultés avant et après la portée de 6. Donc il y a une portée potentiellement infinie. Le premier, c'est le boulet de canon pleine bourre, qui est là vraiment pour faire un maximum de dégâts de zone, puisque c'est une carte de gabarit d'artillerie qui fait 1 des 10 plus 6 dégâts, avec une difficulté de 12 en dessous de 6 et de 14 au-dessus. Je rappelle quand même qu'à partir du niveau 2, la dextérité de cette aberration est de 5, voire de 6. Donc finalement, atteindre le seuil de 12, voire même de 14, c'est relativement facile. En plus de ça, c'est des dégâts de feu, et en plus, ça sonne. On voit quand même que c'est donc un tir d'artillerie extrêmement violent, qui, même si on réussit le Shiver Me Timber, on perd quand même tous nos points d'action. Et si on le loupe, 1 des 10 plus 6 dégâts qui sonnent et qui infligent des dégâts de feu, voire qui assomment en cas de critique, c'est quand même extrêmement violent. Hein. Cette épaulière a quand même en plus 8 ou 9 points d'action. Il y a 3 points d'action pour tirer, 2 pour recharger. Donc potentiellement, elle peut faire 2 tirs d'affilée. Hein, puisque ça coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'action. Voilà. Si elle claque la totalité de ses points d'action au niveau 2, elle peut faire 2 tirs de bordée direct. Alors, soit effectivement de celui-ci qui va avoir pour rôle de faire un maximum de dégâts, soit on peut utiliser la caronade. Et la caronade, clairement, ça va être un tir qui va être là pour maximiser la consommation de Shiver Me Timber et donc de points d'action et de fiabiliser, puisqu'elle va faire 1 des 5 tirs, et chacun de ces tirs va faire 1 des 5 plus 1 dégâts. Pareil, la difficulté avec cette carte de gabarit en dessous de la portée de 6, c'est une difficulté de 12, donc là, relativement facile. Par contre, au-dessus de 6, la difficulté est de 16, et là, c'est un petit peu plus complexe, notamment au niveau 2, puisqu'on a un seuil de 10 au départ, donc il faut quand même faire 6, sinon il y a déviation. Ce tir-là, il sonne en cas de réussite critique. L'intérêt de ce tir, comme je l'ai dit, c'est la multiplication des tirs. C'est vraiment le principe de caronade, ça c'est assez historique. Les caronades, pour ceux qui ne connaissent pas trop les batailles navales de l'époque, c'est un peu l'époque plutôt napoléonienne, je crois. Les caronades, c'était surtout utilisé par les Anglais. Et en fait, c'est des canons qui ont une portée extrêmement courte,
mais qui avait tendance à faire très mal, notamment sur l'équipage. Hein, c'était globalement une sorte de canon de tir à mitraille à courte portée, et donc ça fait des tirs multiples. Et bah, forcément, le premier tir, même si vous avez tous vos points d'action, vous allez réussir votre Shiver Me Timber. Par contre, le 2, 3, 4, voire 5e tir, bah là vous n'avez plus de points d'action et vous avez qu'une chance sur 10 de réussir à résister. Donc même si chaque tir ne fait que 1 des 5 plus un dégât, à part le premier, si vous n'avez vraiment pas de chance, bah, il y en a 4 derrière qui vont vous faire 1 des 5 plus 1 dégât. En plus, je rappelle, comme c'est un tir d'artillerie, c'est un tir qui perce armure, donc pour les Kinter ou autres Maok un peu armurés, ça peut détruire en un seul coup énormément de cases de points d'armure, surtout s'il y en a 5 qui passent. Voilà. Et le troisième type de canon, c'est le boulet ramé. Alors le boulet ramé, c'est un peu l'inverse, puisque c'était un peu plus d'utilisation, on va dire, française, puisque dans les batailles navales, hein, toujours à la même époque, les Anglais avaient tendance à tirer dans la coque et sur l'équipage. La technique de combat naval française, c'était plutôt l'objectif de tirer sur les mâts, justement. Et donc pour ça, si je ne me trompe pas, il y avait le boulet ramé. Il faut imaginer, c'était deux boulets, en fait, qui étaient reliés avec une chaîne. Et l'intérêt, c'est quand il était envoyé, ça faisait une zone un peu plus large et ça pouvait traverser plus facilement et détruire plus facilement les mâts des navires. Voilà. Bon, après, les Anglais l'utilisaient aussi, hein. Et donc, c'est un canon. Par contre, là, je vois pas de difficulté d'artillerie, mais c'est un boulet d'artillerie. Donc, je dirais en fait qu'il a une portée de 6 et qu'il faut réussir au minimum la difficulté de base, en gros comme un tir normal. Et il inflige donc 3d5 plus 1 dégâts. Et surtout la cible. Donc effectivement là on voit que c'est pas une carte d'artillerie, c'est une seule cible, donc c'est un tir finalement logique, hein, même si c'est un tir d'artillerie, je pense pour le perce armure, c'est un tir où vous faites dextérité x2, puis l'adversaire défend normalement. Il n'y a peut-être pas de Shiver Me Timber sur celle-ci, puisqu'il y a une cible unique, et ça a un intérêt en gros sur les gros socles, les colosses, les montures, etc. Puisque non seulement ça va faire 3d5 plus 1 dégât, c'est quand même relativement sympa, mais en plus, la cible va avoir son mouvement divisé par 2 pour la fin, jusqu'à la fin de la partie. C'est pas moyen d'être retiré, etc. Puis c'est logique, on imagine bien le boulet avec la chaîne qui s'enroule autour des pattes du colosse, de l'imposant ou du cavalier, qui se retrouve quand même relativement ralenti au niveau de la partie pour son mouvement. Voilà. Et donc là, on voit que cette activation d'épaulière, quand même, est directement relativement violente, puisque soit vous jouez de manière sécurisée en gardant des points d'action, vous faites un seul tir, soit vous réalisez potentiellement 2 tirs. Et je rappelle quand même qu'avec la caronade et le tir de pleine bourre, vous pouvez tirer de l'autre côté de la table. Et on rappelle encore l'effet de l'un des mâts, le mât d'Artimon, il me semble, qui permet à l'aberration d'avoir la vue sur la totalité de la table en ignorant tout ce qui est couvert, éthéré, etc. C'est-à-dire que quelqu'un qui est caché derrière un décor, il peut se faire tirer dessus par cette épaulière de bordée. Donc on voit tout de suite la force, rien qu'avec cette épaulière, et l'intérêt des mâts de l'aberration, et donc l'intérêt de rapidement les détruire. Alors, ensuite, une fois la tête et l'épaulette, on va parler des deux bras, donc le bras de chasse et le bras mapoutre, qui ont eux-mêmes en fait des caractéristiques relativement intéressantes. On va commencer par le bras de chasse. Donc le bras de chasse qui a une armure on va dire standard, puisque -2, 6, -3 c'est correct. Ça ignore l'effet perce armure, par contre ça n'a pas d'effet amélioré. Un nombre de points d'action relativement conséquent hein, pour une aberration. Et elle a 3 capacités qui sont 3 bottes. La première c'est la capacité d'embarquer. Donc c'est une botte à 3 points d'action. La portée c'est 4 plus le niveau, donc c'est 5, 6
7 de portée en brasse. Et ça permet de choper le briscard et de l'attirer jusqu'au socle de l'aberration. Il n'y a pas de dégâts, donc a priori ce n'est pas une attaque. Hein, si je ne me trompe pas, comme il n'y a pas de dégâts, c'est pas marqué 0 dégâts, etc. C'est juste un effet. Donc en gros, ça coûte 3 points d'action, le briscard il est à tant de distance, il n'y a pas de défense possible, il est attiré au niveau de l'aberration, au contact socle à socle. Le deuxième, c'est lance trémaille, 3 points d'action, portée 6 brasses. La cible est prise sous un filet de pêche jusqu'à la fin de la prochaine activation. Pareil, finalement, c'est un lancer de filet. Et le filet de pêche, c'est un objet générique qui empêche la cible de faire le moindre mouvement jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc on se retrouve déjà avec deux capacités qui permettent d'affecter le mouvement et la position des adversaires. Et la dernière, cul sec, qui coûte 5 points d'action, portée 6 brasses aussi. La cible est attirée dans la tronche de coque, il subit immédiatement une mise à sac. Donc la mise à sac, comme je disais, c'était l'attaque de la tronche de coque qu'on a vu précédemment, qui permet d'avaler tous les équipements d'un briscard et de le lancer. Donc là, moi pareil, hein, de ce que j'en lis, il n'y a pas de dégâts directs de marquer sur ces attaques, donc enfin sur ces capacités, donc c'est pas des attaques directes, donc c'est juste un effet que va subir le briscard. Il y a juste peut-être la différence avec le cul sec, puisqu'il y a l'effet quand même de l'attaque de la tronche de coque qui lance un briscard. Donc le lancer de briscard, il y a quand même l'attaque de lancer d'un briscard, mais en dehors de ça, c'est pas des attaques de base. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégâts, et c'est juste que ça va faire des effets quasiment automatiques pour un certain nombre de points de vie. On voit tout de suite que le bras de chasse, c'est pas le bras le plus violent en termes de dégâts. C'est pas une activation qui va faire mal en soi. Par contre, c'est une activation qui va permettre d'être extrêmement embêtante sur le positionnement. La portée quand même de ces capacités est relativement importante. On a un socle de 3 brasses, 12 cm, 3 brasses, voilà, avec une portée qui va de 4 à 6 voire 7 pour la première attaque au niveau 3. Et donc qui va pouvoir potentiellement affecter quasiment n'importe qui sur la table, si l'aberration se trouve au milieu de la table. Et on rappelle encore, avec le mât qui va bien, vision sur l'ensemble de la table, même si vous êtes à couvert, même si vous êtes caché, même si vous êtes éthéré, et donc rien n'empêchera cette aberration, tant qu'il y a ce fameux mât, de choper votre briscard à couvert derrière un caillou, notamment un tireur ou un magicien, de le mettre au corps à corps, au socle à socle avec votre aberration, pour ensuite aller taper dessus avec une de vos membres, ou alors au contraire de prendre votre gros colosse qui fait mal et qui fait peur, de le prendre au corps à corps et de le lancer et le balancer avec un filet de pêche, comme ça il ne pourra pas attaquer, ou au contraire de lui absorber, de l'attirer, de lui bouffer tout son équipement et de le recracher après. Donc c'est un bras qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que à court ou moyen terme, elle peut entraîner de grosses capacités de nuisance et détruire votre grosse capacité de destruction, justement. On passe au bras à poutre. Lui, c'est complètement l'inverse. Autant le bras de chasse, il est là effectivement pour apporter du soutien, quelques trucs un peu techniques à l'aberration. Autant le bras à poutre, comme son nom l'indique, il n'est pas là pour faire dans la finesse. En termes de points d'action, c'est la même chose, relativement conséquent. Des points de vie corrects. Une armure pas mal aussi, hein, parce que là, l'armure est beaucoup plus importante en termes de nombre de cases, avec un -2, 6, -3, tout à fait puissant. Et en plus, celui-ci, en plus d'ignorer l'effet perce armure, va absorber le double des dégâts contre les armes tranchantes. On se retrouve quand même contre les armes tranchantes, qui sont quand même une grande majorité des armes, avec une armure à -4, 6, -6. Voilà.
Ce qui fait que la majorité des briscards en armes tranchantes font 0 dégâts, quoi, quasiment sur, cette, sur ce membre, tant qu'il y a cette armure en place. Et au niveau des capacités, donc 2 capacités. La première, une attaque, hein, un brateau, 3 points d'action, qui va faire niveau des 10 dégâts. Donc autant sur une aberration de niveau 1, on va dire que les dégâts sont corrects, autant sur une aberration de niveau 2 ou niveau 3, ça devient assez monstrueux, puisque 2 ou 3 des 10 dégâts à chaque attaque, il n'y a pas grand monde qui peut prendre ça sereinement. En plus, en cas de réussite critique, ça sonne, hein. Voire ça assomme en cas de réussite critique multiple, bon, c'est plus rare, mais bon, pourquoi pas. L'intérêt, c'est quand même déjà les dégâts monstrueux de base. Heureusement que l'attaque fait 3 points d'action. Et enfin, le fulgure au point. Alors, le fulgure au point, je me demande si c'est un clin d'œil à soit peut-être à nos dessins animés d'enfance. Moi, ça m'a fait penser perso à Inspecteur Gadget, mais je pense que c'est peut-être encore plus loin avec, comment il s'appelle, avec Goldorak, hein. Il me semble qu'il a une attaque de fulgure au point dans mes vagues souvenirs de toute petite enfance, hein. Et donc, c'est un point qui est projeté à distance avec une portée de 2 brasses plus le niveau. Donc, on passe à 3, 4 ou 5 brasses de distance. De la même manière, avec le mât, ça voit tout le monde, hein. Et là, c'est une attaque qui finalement ne fait pas de dégâts de base, mais la cible est repoussée de 10 moins Constitution brasse. Voilà, donc c'est encore une capacité qui va repousser l'adversaire qui était par exemple au corps à corps ou qui était à courte distance pour l'envoyer valdinguer à l'autre bout de la table. On voit quand même qu'il y a de nombreuses combinaisons par rapport à tout ça et d'autres capacités. C'est avec le Brahmapoutre, je rebalance à longue distance ou avec la tête, je recrache à distance un adversaire, quoi. Et une fois que je l'ai recraché à distance comme ça, je lui balance avec le bras de chasse un petit filet sur la tête qui fait qu'il ne pourra plus bouger, qui sera immobilisé pendant un tour en plus. Ou alors, je lui défonce la tête avec tout simplement mes attaques de base. Et si je vois que ça suffit pas et qu'il va survivre, je lui balance un fulgure au point pour le repousser. Voilà. Il y a de nombreuses combinaisons comme ça entre les différents membres de cette aberration pour gérer, en fait, savoir qui c'est qu'on veut garder au corps à corps ou qui c'est qu'on veut attirer ou repousser. Voilà. Et enfin, on va passer donc aux jambes. Donc, forcément, jambes de navire, jambes tribord, jambes bâbord, hein, tout simplement, hein. Et on va commencer avec la jambe bâbord. Donc, la jambe bâbord, c'est une jambe qui a très peu de points d'action, finalement. Et j'allais dire, heureusement, comme on va le voir, au niveau 1 ou 2, que 3 points d'action, au niveau 3, 6. Donc, au niveau 3, ça change complètement la physionomie de cette activation. Un nombre de points de vie important, une armure plutôt faible finalement pour cette aberration, puisque c'est seulement un -1, 6, -2, sans effet particulier en dehors du fameux perce armure, hein. Mais c'est une jambe en fait qui ne peut se déplacer, elle n'a pas de mouvement de base, mais elle a une capacité de virer de bord, finalement comme n'importe quel navire, sauf qu'elle vire de bord un peu comme un navire volant un peu bourré, puisque pour 3 points d'action, ça tombe bien, elle en a 3 ou 6. En gros, ça lui permet de faire un bond de 4 brasses de distance, et ce bond va déclencher une sorte de piétinement général. En fait, l'aberration, elle va sauter, et l'endroit où elle va sauter, on va regarder tous les briscards qui sont à l'endroit dans les 4 brasses où elle veut sauter, ils vont être repoussés comme si c'était un effet de piétinement. Et pour ce piétinement, toutes les cibles qui sont repoussées sont considérées comme des cibles principales et en plus finissent au sol. Donc l'attaque de piétinement, pour rappel, c'est une attaque que les
une créature imposante ont. Et ce sont une capacité quand même qui est extrêmement forte, hein, surtout pour cette aberration au vu de la taille du socle. Il y a moyen de faire des gros dégâts de zone. Et de souvenir, c'est une attaque qui fait constitution plus agressivité dégâts, si je me trompe. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Attendez, je vous demande juste quelques secondes. Mais il me semble que c'est ça, c'est constitution plus agressivité. Et quand on voit effectivement que la coque a quand même 8 de constitution minimum et 3 d'agilité minimum, c'est-à-dire qu'au minimum, elle va infliger quand même 11 points de dégâts. Et ça peut monter jusqu'à 15 points de dégâts sur la totalité des cibles qui vont être repoussées. Et là, quand même, ça rigole pas. Et en plus, le piétinement, la valeur de seuil est quand même énorme, puisque c'est constitution plus dextérité, plus agressivité. Hein. Pareil, le seuil, là, même pour la coque de niveau 1, on est quand même sur du 8 plus 4 plus 3. Hein, c'est-à-dire du 15 de seuil, plus un des 10. Et au niveau 3, on est à un seuil de 21. Donc au niveau 3, clairement, un seuil de 21 plus un des 10 en dégâts de zone, il n'y a pas grand monde qui soit capable de défendre cette attaque. Surtout que il me semble que cette attaque ne peut être repoussée, ne peut être défendue que par une parade ou une esquive. Voilà, on ne peut pas la contrer. Hein. Et c'est bien ça. La cible principale subit constitution plus agressivité, dégâts. Sauf qu'on considère que la totalité des cibles sous l'aberration sont des cibles principales, donc ils vont tous prendre ces fameux constitution plus agressivité dégâts. Avec un socle de 3 brasses de diamètre, la capacité de faire des bonds à 4 brasses de distance, on se rend très vite compte que cette jambe bâbord, pareil, a une capacité de nuisance et de destruction de masse assez impressionnante. Globalement, si on reste dans le principe des navires, c'est une jambe qui va venir en fait éperonner les briscards sur son passage. Et c'est là qu'on se rend compte que le niveau 3 est extrêmement monstrueux, puisque la jambe bâbord au niveau 3 est capable de faire ça 2 fois. Donc une première fois, ça saute de 4 brasses, et une deuxième fois, ça peut ressauter de 4 brasses. Donc mobilité énorme, et en plus de ça, potentiellement capacité à écraser de nouveau. Parce que je rappelle en plus, quand on piétine, les cibles sont repoussées avec des effets potentiellement de dégâts de collision. Hein, puisqu'on repousse, on peut repousser contre des corps, contre d'autres aberrations, socles, etc. Donc c'est une jambe qui va faire très mal. On n'a pas trop envie de lui garder des points d'action hein, pour se défendre, parce qu'on a envie de taper et de sauter un peu à droite à gauche, mais vu son armure, vu son nombre de points de vie, elle peut se permettre. Et sa jambe tribord, en fait, elle n'est pas forcément plus légère et plus gentille, puisqu'elle a un petit peu plus de points d'action, un nombre de points de vie relativement conséquent aussi, avec une armure qui est finalement identique. C'est pas la meilleure armure, vous allez me dire heureusement. C'est une jambe qui a un mouvement, donc un mouvement de 2 brasses. Elle peut potentiellement faire des mouvements de 2 brasses, mais elle a surtout des capacités. Elle a une botte qui est par-dessus bord, ou pour 2 points d'action seulement, elle peut lancer un tonneau de poudre et mèche. Donc en fait, elle génère un tonneau de poudre et elle le lance sur le briscard qu'elle veut. Donc ça permet de générer un tonneau de poudre et le lancer sur un briscard. Et en plus de ça, c'est un tonnelier. Et donc moi là, ça me fait tout de suite penser un peu plus à la Deuxième Guerre mondiale avec la fameuse bataille dans l'océan entre les U-boots et les navires, enfin les U-boots allemands, puis les navires américains et anglais qui essayaient de larguer des
des grenades pour détruire les navires, puisque elle, en gros, à chaque fois qu'elle va se déplacer, au moment où elle se déplace, en fait, elle dépose un tonnet de poudre et de mèche au centre de la zone qui était occupée par son socle avant le début de son déplacement. Et ça, c'est à chaque déplacement. La question que je me pose, c'est que ce tonnelier, est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que ça fonctionne avec le mât qui permet en fait au début et à la fin de l'activation de faire un mouvement d'une brasse? Comme ça, je dirais, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense, hein, mais ça permet en fait de poser des petits tonneaux de poudre et de mèche un petit peu à droite à gauche et d'en déposer une sacrée tripotée si on commence à se déplacer à fond. Et enfin, dernière capacité, cabouche. Pour 2 points d'action, tous les tonnets de poudre et de mèche en jeu explosent. Alors, c'est quoi ces fameux tonnets de poudre et de mèche? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup, que j'ai déjà utilisé moins de 3 fois, c'est très rigolo. Pas forcément le plus efficace, mais pour cette aberration, c'est très fort. Le tonnet de poudre et de mèche, c'est un équipement générique que n'importe quel briscard peut utiliser, hein, puisqu'on peut l'acheter en équipement. D'ailleurs, il n'est même pas limité en nombre. Et en fait, c'est un tonneau que, une fois qu'il est posé, au début, au début de chaque tour, on lance un dé, et sur du 7+, il explose. Voilà. Et quand il explose, tous les briscards à 2 brasses ou moins subissent un des 10 plus 2 dégâts. Et en plus, ils deviennent prostrés. Et on voit tout de suite 2 choses. Donc déjà, un des 10 plus 2 est prostré en effet sur une zone de 2 brasses de rayon. Ça fait déjà mal. Mais en plus, ça affecte les briscards. Je rappelle, une aberration n'est pas un briscard. Donc cette aberration, elle va poser des tonneaux à chaque fois qu'elle va se déplacer. Et quand ça va péter, elle ne sera pas affectée par les dégâts et par cet effet prostré. De toute façon, elle ne peut pas être prostrée. Mais donc, elle s'en fout. Elle va balancer des mines sous-marines, hein, finalement, enfin terrestres dans ce cas-là, des mines anti-briscards. Ça va finir par péter dans tous les sens, et elle ne sera pas affectée. Donc cette jambe tribord, elle va déposer des tonneaux à chaque déplacement. Elle va potentiellement, avec sa botte, en générer un de plus qu'elle va lancer à distance sur un briscard. Et après, si elle veut, pour 2 points d'action, elle peut décider de tous les déclencher. Et c'est là que c'est très fort, parce que soit, en tant que joueur d'aberration, vous décidez qu'il y en a plein partout, et que ça va faire un masse de dégâts, et vous les déclenchez, soit vous les laissez, ce qui fait que les briscards en face, ils vont flipper, puisque au début du tour prochain, sur un 7+, on va lancer sur un 7+, pour chaque tonneau, ça risque de péter, ça peut faire peur. Et surtout, ces petits tonneaux, ça fait des éléments de décor. Et on rappelle, hein, il y a de nombreuses capacités avec la tête qui peut cracher, les bras qui peuvent balancer, attirer, etc. Des briscards. On peut attirer un briscard pour l'attirer vers un tonneau, ou le repousser ou le lancer sur un tonneau, avec les dégâts de collision que ça peut provoquer. Hein, et ensuite, le risque d'explosion au début du tour. Et si vous estimez que vous avez bien positionné tous vos tonneaux, vous activez votre jambe tribord, vous en posez un ou deux de plus, notamment en lançant un de plus, et vous faites un québouche, et là ça fait une explosion de zone, en fait, comme s'il y avait d'un seul coup une mèche qui faisait tout péter en chaîne, et là vous pouvez lancer littéralement une déflagration sur toute la table. Et c'est potentiellement très violent, parce que si un briscard se trouve dans la zone d'effet de plusieurs tonneaux, alors il peut être prostré qu'une seule fois, mais il peut prendre plusieurs fois les 1 des 10 plus de dégâts. Donc c'est un peu plus technique que finalement la jambe bâbord qui va sauter et piétiner allègrement tout le monde, hein, mais c'est quand même ultra violent. Autre chose d'ailleurs dont je me pose la question, c'est la jambe bâbord. Le viré de bord, a priori, c'est considéré comme une sorte de mouvement, puisque c'est marqué pour la jambe bâbord, mouvement ne peut se déplacer autrement qu'en virant de bord. Donc le viré de bord, c'est un déplacement.
Et donc, comme le tonnelier, à chaque fois qu'il y a un déplacement, on pose un tonneau de poudre, c'est quand on saute avec le vireux de bord, potentiellement, ça dépose encore aussi un tonneau. Je me, je me demande, hein. Mais il y a moyen de poser des tonneaux un peu partout. Alors, en tant que briscard, on a quand même entre guillemets un peu une possibilité de s'en sortir. C'est qu'un tonneau de poudre noire et de mèche, ça reste un objet. Un objet, donc on peut le prendre, le porter, le déplacer ou le lancer. Donc rien ne vous empêche, si vraiment c'est la catastrophe, de prendre une activation d'un de vos briscards. Il faut qu'une force de 3, hein. Il n'y a pas de force de noter dessus. Donc une force de 3 suffit pour lancer ou porter ce tonneau. Et vous pouvez très bien avoir une activation d'un briscard complet qui va prendre les tonneaux et les lancer à l'autre bout de la table, ou les déposer à l'autre bout de la table pour que ça pète sans toucher personne. Bon, après, le risque, il y a effectivement qu'après l'aberration, se déplace et puis balance vos briscards dans la zone où vous avez mis 4 ou 5 tonneaux. Mais voilà, c'est l'une des capacités. Voilà. On a fait un peu le tour en fait des différents membres de cette aberration et on voit quand même que c'est relativement violent. Et donc on va passer à la suite. La suite, c'est tout simplement les anomalies. Alors les anomalies alchimiques sont au nombre de deux. Il y a deux petites anomalies. Donc il y a une anomalie qui est assez tanky, c'est le tonneau poulpe, hein, on le voit un petit peu, c'est celle qu'on voit en premier plan là sur le fond. C'est le tonneau avec la sorte de vase poulpe qui sort avec un énorme œil par en dessous, hein. Et il y a le tonneau avec la grosse langue là, qui marche un peu de manière en amalgame, hein, qui est une anomalie un petit peu plus équilibrée. Alors, on va déjà prendre le tonneau poulpe. C'est une anomalie qui a des caractéristiques quand même assez marquées, avec une constitution de 7. Voilà, une anomalie avec une constitution de 7, hein, pourquoi pas. Par contre, dextérité, force et mentale de 2. Voilà. 6 points d'action, c'est standard pour une anomalie. 15 points de vie, c'est quand même pas trop mal. Et surtout, une armure qui fait -1, 6, -2, qui ignore l'effet perce-armure. Finalement, c'est l'effet général de cette aberration alchimique. Et qui ignore les armes contendantes. Ça veut dire que moi, comme je comprends, c'est tant qu'il y a cette armure à 4 cases en place, cette anomalie chimique ignore la totalité des dégâts de l'armure, des armes contendantes. En fait, elle ne peut pas être détruite par une arme contendante. Le tonneau protège contre ça. Voilà. Ça la rend tout de suite, on le voit, extrêmement résiliente et résistante. Elle a 3 capacités et finalement pas d'attaque. La première capacité, c'est vapeur toxique. Euh, voilà, il y a des miasmes alchimiques un petit peu autour d'elle et elle empoisonne tous les briscards qui sont à 2 bras autour. Si ces briscards ne quittent pas cette zone avant le début de leur activation suivante, l'effet devient permanent. Donc globalement, c'est des briscards. Si ils commencent leur activation dans les 2 brasses de cette anomalie alchimique, et ben ils ont un effet de poison. Voilà. Même s'ils sortent, ils sont empoisonnés. Deuxième, capacité de tas de boulons. La première fois que cette anomalie alchimique perd son dernier point de vie, elle se transforme en tas de boulons. Et après avoir fait un crash boulon, ce qu'on va voir juste après, sur tous les briscards à un des 5 brasses. S'il a été invoqué par un sort, lancé un des 10 au début de chaque tour en cas de réussite critique, le tas de boulons redevient une anomalie. Alors c'est uniquement s'il a été invoqué par un sort. Donc ça va être assez peu le cas pour l'aberration alchimique, puisque généralement l'aberration, vu son mental, ne va pas trop faire des sorts d'invocation, d'anomalie. C'est beaucoup trop compliqué. Et enfin, en dernière capacité, c'est un golem, c'est-à-dire qu'elle est immunisée à tous les effets négatifs. Forcément, un truc alchimique qui vient de potions un peu zarbi, le poison, le feu, etc., ça ne l'affecte en rien. Donc on voit une anomalie qui finalement a des stats quand même assez marquées sur la résilience. Elle est là pour encaisser, pour prendre des baffes, pour disperser du poison autour d'elle. Voilà. Et même s'il n'a pas d'attaque, je rappelle quand même qu'elle peut donner des coups de boule. Et coups de boule, c'est constitution -2 dégâts. Donc avec une constitution de 7, ça fait quand même 5 de dégâts à chaque fois qu'elle fout un coup de boule. Avec un mouvement de 3, elle se déplace relativement bien.
hein. Et donc, elle est très forte. C'est une anomalie qui est très embêtante. Parce qu'elle va venir au contact, elle va gêner les mouvements, bloquer au corps à corps en empoisonnant. Et on va avoir beaucoup de mal à s'en débarrasser, en tout cas en la détruisant. Voilà. C'est facile finalement de peut-être de s'en désengager, hein, mais ça reste une créature qui est assez embêtante. Pour son fameux crash boulon, on va le voir sur l'autre anomalie. Donc c'est l'anomalie Tonolang, qui elle a des caractéristiques on va dire un peu plus équilibrées, avec une constitution de 4, une dextérité de 3, une force de 4 et un mental de 2, 3 brasses de mouvement aussi, 6 points d'action, 15 points de vie, ça change pas. Une armure -1, 7, -2, avec 4 cases aussi. Donc une armure un petit peu moins fort, qui ignore l'effet perce armure, mais qui n'a pas d'immunisation à un type d'arme. Voilà. Cette anomalie-là a par contre deux attaques. Une première, une attaque de corps à corps, qui fait force dégâts, hein, avec une force de 4, c'est quand même tout à fait bon. Et ça sonne en cas de réussite critique au lieu de faire des dégâts supplémentaires. Ce qui est tout à fait... moi je préfère cet effet, sonner à des dégâts supplémentaires pour une anomalie qui est là pour gêner. Et elle a cette fameuse attaque crash boulon. Ce crash boulon, bon, c'est une attaque de corps à corps, donc c'est une force x2. Non, c'est pas une force x2 puisque c'est un lancer, puisqu'elle lance un engrenage qui fait dextérité dégâts. Donc c'est une attaque de lancer. Et dextérité dégâts, bon bah dextérité de 3. Donc ça va faire 3 de dégâts. Et elle a la même capacité que l'autre avec tête boulon. Donc la première fois qu'elle perd son dernier point de vie, elle se transforme en tête boulon. Et elle fait un crash boulon sur tous les briscards à 1 des 5 brasses. Donc là on voit effectivement le truc, c'est un lancer de boulon qui va faire des dégâts. Donc là on voit que quand on détruit cette aberration, et ben elle va faire potentiellement 3 dégâts à tous les briscards à 1 des 5 brasses. Alors que l'autre anomalie, c'est la même chose, mais c'est une dextérité que 2, donc c'est que 2 dégâts. Mais ça fait une petite explosion de petits boulons qui partent dans tous les sens. Moi je trouve que c'est assez réaliste hein, par rapport à de l'alchimie. C'est on a bidouillé des trucs et puis pouf, les engrenages vont sauter. Voilà, pareil, golem immunisé à tous les effets négatifs. Donc qu'est-ce qu'on voit là dans ces anomalies par rapport à l'aberration? C'est des anomalies qui vont être plus gênantes. Elles n'ont pas des capacités extrêmement fortes en termes de dégâts, hein, même si la première anomalie peut faire des attaques de coups de boule à 5 de dégâts, elles vont être là en fait pour gêner, hein, notamment avec les vapeurs toxiques, à engager les briscards adverses, pour les empoisonner, pour les empêcher de se déplacer, etc. Et finalement, elles vont chercher à être détruites pour être transformées en tas de boulons. Enfin, j'ai un doute, mais il semble que les anomalies, comme c'est pas une aberration, il me semble que les anomalies sont considérées comme des briscards. Ça veut dire que par exemple, ces anomalies-là, les tonnées de poudre noire, elles en sont affectées, et tous les effets qui touchent un briscard, ça les affecte aussi, il me semble, hein. J'ai un petit doute sur ce que je dis, mais potentiellement, vous pouvez avoir vos anomalies qui se baladent, qui sautent, qui sont détruites par l'explosion de un ou plusieurs tonnées de poudre, qui vont donc balancer leur tas de boulons et cracher des tas de boulons, et vont se transformer après en tas de boulons. Et ce tas de boulons qui va soit permettre de régénérer un membre détruit de l'aberration, ou alors de réparer une aberration en termes d'armure ou de points de vie, et sinon elle pourra revenir. Puis si on rappelle, en joueur aberration, on lance un des 10, et sur un 0 ou un 1, pouf, elle se retransforme en membre si un membre de détruit, et s'il n'y a pas de membre de détruit, hop, ça se retransforme en anomalie. Donc en fait, c'est des créatures qui vont potentiellement revenir tout le temps, tout le temps. Et donc en tant que joueur briscard, c'est extrêmement énervant parce que c'est compliqué. Quand on les gère, ça nous coûte des points d'action, ça fait des dégâts de zone, et ça peut globalement avoir une chance sur 5 de revenir à la vie et immédiatement se réactiver derrière. Hein. Et donc à chaque fois qu'on invoque des anomalies, pouf,
ça va faire plein de petits monstres qui vont, de manière, ça fait vraiment Frankenstein ou monstre alchimique, passer son temps à revenir quoi, comme des myriades. Donc ça va avoir un effet de nuisance sur la table, et au fur et à mesure, avec les capacités qu'on va voir après, ou la tête notamment qui peut cracher et invoquer des nouvelles anomalies, on peut se retrouver avec plein d'anomalies sur la table, et plein d'invocations qui vont pouvoir revenir comme ça petit à petit. À côté de ça, on va quand même parler rapidement des sorts. Alors, les sorts des alchimiques sont des sorts généralement qui sont pas trop mal, hein, qui sont plutôt sympas. Néanmoins, comme on l'a vu, avec un mental assez faible, alors au niveau 1, le mental est de 5, hein, donc là ça va, mais même dès le niveau 2, avec un mental de 4, lancer des sorts, ça devient compliqué, hein. Et quand on voit que finalement avec la tête, les points d'action peuvent être utilisés de manière plus efficace en donnant des coups de boule ou en avalant l'adversaire pour consommer son équipement, ben, on va pas forcément trop orienter son aberration sur les sorts. Il y a néanmoins quelques sorts qui peuvent être intéressants, puisque les sorts de l'aberration en alchimique, elle a accès à quelques sorts, notamment à tous les sorts de protection. Hein, les fameux sorts d'invulnérabilité qui réduit de 2 les dégâts, elle y a accès. Elle a l'équivalent corps à corps, un -2 de dégâts au corps à corps, et elle a aussi le tir, elle a accès aux 3. Donc elle peut faire -2 dégâts tout le temps, -2 au corps à corps et -2 face au tir. Donc ça peut être une option, c'est quand même relativement cher comme sort, mais bon, pourquoi pas. Il y a quelques petits sorts comme ça qui peuvent être intéressants à voir. Après, moi, comme ça, j'aurais pas tendance à conseiller de beaucoup jouer sur la magie, sauf effectivement au niveau 1. Pourquoi au niveau 1? Parce qu'au niveau 1, il n'y a pas l'épaulette, hein, donc il n'y a pas tous les tirs d'artillerie. Et comme il y a un mental de 5, on va peut-être pouvoir jouer avec son mental de 5 un petit peu sur l'invocation d'anomalie, ces petits sorts-là. On va quand même néanmoins parler des 3 sorts particuliers qui sont liés à un personnage et qui sont liés à l'alchimie. Alors, le premier, c'est le sort de Maiko. Alors, le sort de Maiko, c'est repos du guerrier. C'est un sort, j'en parle rapidement, mais c'est un sort qui finalement est très puissant, mais n'a pas un gros intérêt pour l'aberration alchimique, puisqu'il coûte 3 points d'action. On peut le lancer 2 fois. Il a une difficulté de 15, donc quand même assez compliqué à lancer. Et ça annule tous les effets persistants sur un allié dans la zone de contrôle. Sauf que les effets persistants, c'est quoi? C'est enflammé, empoisonné, prostré, etc. Sauf que ces effets-là, l'aberration y est complètement immunisée. Seul intérêt, c'est si on claque des points d'action supplémentaires. Pour chaque point d'action supplémentaire claqué, on soigne de 3 points de vie. Donc ça peut être potentiellement un sort de soin, mais qui coûte au moins 4 points d'action pour soigner 3 points de vie. C'est pas le sort de soin le plus efficace. Voilà. Mais j'en parle par principe parce qu'elle y a accès. Par contre, les deux autres sont des sorts un petit peu plus sympas. Pardon. Le premier, c'est le sort d'El Sabio. C'est le sort Fiole Explosive, donc qui coûte 3 points d'action, qui a une portée de 6 brasses, qu'on peut lancer 2 fois par tour. Et en fait, la difficulté, c'est mental x 2 plus un D10, forcément. Et la difficulté, c'est par rapport à la distance, puisqu'en fait, c'est un lancer de fiole. Et la difficulté est de 10 plus la distance. Donc finalement, si vous lancez à quasiment au corps à corps, la difficulté va être de 11 ou de 12. Donc une difficulté relativement faible, même avec un mental de 4, par exemple. Hein. Et l'intérêt, c'est que ça va faire 1 des 10 plus 3 dégâts sur la cible visée, plus 1 des 5 plus 3 dégâts sur les cibles adjacentes. Alors la question que je me pose, c'est quoi les cibles adjacentes? Est-ce que c'est les cibles en fait qui sont dans la zone de contrôle, donc dans les 0,5 brasses de la cible elle-même? Et en cas de réussite critique, les cibles touchées sont prostrées. Par contre, il y a un gros danger avec cette fiole, c'est qu'en cas d'échec critique, la fiole explose dans la main
du lanceur, enfin d'El Sabio, enfin donc de l'aberration. Et donc, c'est l'aberration qui prend 1 des 10 plus 3 dégâts. Et c'est là où c'est rigolo, mais que faut faire attention. Parce que si vous faites un échec critique, la tête, votre propre tête d'aberration va prendre 1 des 10 plus 3 dégâts. Mais toutes les cibles qui sont adjacentes, c'est-à-dire les briscards qui sont juste à côté, mais aussi les autres membres de l'aberration, vont tous prendre 1 des 5 plus 3 dégâts. Donc c'est rigolo, c'est pas trop difficile à lancer, mais en cas d'échec critique, vous allez atomiser votre propre aberration en dégâts de zone. Est-ce que c'est conseillé? Je ne sais pas, mais ça peut être rigolo. L'intérêt, c'est que ça peut être une autre capacité de dégâts à distance pour compenser la perte de l'épaulière, au niveau 1 notamment. Et surtout qu'au niveau 1, ça permet de lancer un peu plus loin. Et le dernier sort qui, je pense, est le plus intéressant des trois, c'est le fameux écran de fumée. Alors, cet écran de fumée, c'est l'autre sort d'El Sabio aussi, qui coûte 3 points d'action. Il a une portée de 4 brasses. Et en fait, ce sort va permettre de créer un couvert impénétrable d'une carte de gabarit. Donc vous posez une carte de gabarit, et donc ça va faire un écran de fumée, qui fait un couvert que personne ne peut traverser, et donc que personne ne peut voir à travers. Donc vous posez ça, les adversaires, les briscards ne peuvent pas vous voir, ne peuvent pas tirer à travers, vous lancer de sorts, etc. Ça vous cache, entre guillemets. Donc l'adversaire va être obligé de se déplacer. Sauf que vous, avec votre fameux mât, vous voyez à travers. Et vous pouvez lancer vos capacités à travers tout ça. Balancer, lancer des sorts, tirer avec votre artillerie, etc. Et c'est un sort qui a une difficulté extrêmement simple, puisqu'il faut juste pas faire d'échec critique. Donc c'est le sort que même au niveau 3, avec un mental de 3, vous pouvez tout à fait prendre, puisque globalement votre mental n'a pas d'intérêt, il faut lancer un dé, il ne faut pas faire de 1. Et donc vous avez quand même 9 chances sur 10, quel que soit votre mental, pour réussir ce sort. Et ça peut bloquer une zone pour empêcher l'adversaire de passer, voire de bloquer un briscard pour l'empêcher de sortir de l'engagement avec vous, et puis de se retrouver bloqué avec un tonnelet de poudre et de mèche juste à côté. Hein. Ou alors de créer un écran de fumée derrière un adversaire. Comme il est impénétrable, il ne peut pas être traversé. Donc vous créez une sorte de mur de fumée un peu bizarre. Et donc après, vous pouvez repousser l'adversaire dessus pour lui faire des dégâts de zone, etc. Et compagnie. Donc c'est l'écran de fumée est très puissant et très intéressant avec l'aberration parce qu'il est facile à lancer. Il coûte beaucoup de points d'action, mais il est facile à lancer et il peut beaucoup embêter les adversaires, sachant que vous, il ne vous embête pas, puisque vous pouvez sauter avec le bond de 4 brasses, vous pouvez voir à travers, etc., grâce à votre mât. Et voilà. Et puis après, rien ne vous empêche d'en lancer un autre pour le remplacer. Voilà. Donc ça, c'est le petit paragraphe sur la magie. Sachant que la magie, voilà, c'est relativement restreint parce que c'est la première aberration qui va pas trop se jouer sur la magie. Et on va le voir aussi. Par contre, elle va beaucoup jouer sur les capacités, cette aberration, puisque ces capacités sont quand même plutôt puissantes. Et pour résumer, je dirais qu'elle a deux types de capacités qu'on va voir. C'est des capacités globalement qui vont avoir des effets de dégâts, hein, et des capacités purement alchimiques. Hein. On est dans une aberration alchimique et le thème est vraiment très bien retranscrit dans ces capacités. Donc, les premières, donc les capacités de dégâts, comme on le voit dans ceux que je vous ai postés là comme exemple. Hein. C'est vraiment pour vous donner des exemples, il y en a beaucoup de types et ils sont vraiment tous très bien, toutes très bien pardon, ces capacités. Donc vous avez par exemple au niveau 1 des capacités comme le relent alchimique, qui a un gabarit de souffle qui provoque un shiver timber. Donc ça consomme encore des points d'action. Hein. Ça fait dextérité dégâts. Hein, vu la dextérité de la coque,
ça fait quand même des dégâts relativement importants. Et ça ignore l'armure, et en plus, ça détruit l'armure, même naturelle. Donc on voit quand même que c'est une sorte de poudre alchimique qui va faire fondre le métal, le bois, etc. Face à certaines bandes, notamment je pense effectivement au Quintor, au Maok, voire par exemple aux pauvres petites tortues chez les Orénoques ou les bannis, ça peut faire très mal d'ignorer l'armure et en détruisant l'armure d'un seul coup. Et ça, c'est une capacité quand même uniquement de niveau 1. Euh, Au niveau 2, vous avez d'autres capacités comme le ferrailleur, qui a une portée de 2 plus le niveau, donc une portée de 3, 4 ou 5. C'est quand même relativement important. Et ça va infliger 1 des 5 plus le niveau de dégâts. Donc 1 des 5 plus 1, 1 des 5 plus 2 ou 1 des 5 plus 3 dégâts à la victime. Puis l'armure de l'une des parties de l'aberration va regagner autant de cases de durée de vie que de dégâts infligés. Donc ça ne touche qu'un seul ennemi, ça lui fait pas beaucoup de dégâts, mais potentiellement ça va récupérer énormément de cases d'une armure qui aurait été par exemple complètement détruite. On est encore dans le principe de processus alchimique qu'on voit bien, hein, rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, comme on dit. Bah là voilà, hein, je transforme tes points de vie en points de vie à moi. On a la combustion spontanée, ça aussi c'est très alchimique, hein, puisque vous prenez un de vos tas de boulons, ce tas de boulons il prend feu instantanément, il va provoquer 1 des 5 dégâts de feu à tous les briscards à une brasse ou moins, puis il est détruit. Donc par exemple, hein, un tas de boulons qui a été posé parce que vous avez une petite anomalie qui a été détruite, etc. Il y a pas mal de briscards autour, parce qu'ils se sont placés là, ou parce que vous les avez balancés là, ou repoussés avec une capacité X ou Y, et ben hop, 1 des 5 de dégâts de feu de zone, c'est toujours ça de prix. Et enfin le niveau encore plus haut, feu grégeois. Ça c'est plus alchimique que le feu grégeois, c'est quand même compliqué. Portée 6 brasses, une zone de une carte de gabarit qui devient une zone enflammée qu'on ne peut pas éteindre jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et un briscard qui traverse cette zone subit 2 des 10 dégâts de feu dès qu'il y rentre. Et là, on voit tout de suite la puissance, parce que 2 des 10 dégâts, c'est énorme. C'est une zone qui ne bougera pas de la partie. Hein. Ça n'affecte qu'un briscard. Hein. On note que ça touche les briscards, donc l'aberration alchimique, si elle traverse et qu'elle marche dedans, c'est pas grave. Et on rappelle quand même que l'aberration a énormément de capacités pour attirer un briscard à son contact, ou pour repousser le briscard, ou pour lancer ou recracher un briscard à l'endroit où elle veut. Donc rien n'empêche de repousser un briscard ou d'attirer un briscard en le faisant traverser ce fameux feu grégeois, et donc de lui infliger 2 des 10 dégâts de feu en plus. Donc on voit en fait les capacités de positionnement et de puissance de dégâts que peut avoir ce genre de carte. Et donc ça, c'est pour les capacités alchimiques de dégâts. Il y a d'autres types de cartes qui sont vraiment purement capacités alchimiques. La chape de plomb au niveau 1. Donc tous les mouvements de la cible et des briscards jusqu'à une brasse d'aile sont divisés par 2 jusqu'à la fin de leur prochaine activation. Donc on se retrouve effectivement avec des briscards qui vont se retrouver quasiment immobilisés. Ça peut être très pratique quand vous avez des briscards que vous avez attirés en zone au corps à corps autour de vous et que vous ne voulez pas qu'ils se barrent. Toujours au niveau 1, l'amalgame. Votre aberration va absorber l'une des armes d'un briscard dans sa zone de contrôle. Donc encore une nouvelle capacité pour détruire une arme. Ça commence à faire beaucoup. Et ce dernier, il va perdre son arme. Et en plus, celle-ci est attribuée à un bras de l'aberration de votre choix, qui peut alors l'utiliser. Quand le membre est transformé en tas de boulons, un briscard à son contact peut ramasser l'arme dont le membre était équipé. Donc, on est d'accord que votre aberration, elle a des capacités, des armes, des capacités, notamment au niveau de ses bras, qui sont très puissants. Néanmoins, si par exemple votre adversaire avait par exemple, je sais pas moi, un coup de poing américain, qui fait que quand vous tapez pour 2 points d'action, vous avez force plus 1 dégât,
avec votre aberration qui a 8, 9 ou 10 de dégâts, finalement, gagner une attaque à 2 PA qui va potentiellement faire jusqu'à 11 de dégâts de base, ça peut être sympa. Ou alors, si il y a certaines armes, hein, je pense notamment à certaines armes de certains colosses, comme le colosse thuléen, qui va faire des attaques de zone. Euh, ben, si l'un de vos bras se retrouve à récupérer ce genre d'arme, euh, ben, euh, ça va faire très mal. Surtout que généralement l'adversaire il aime bien avoir ce genre d'armes qui font des dégâts de zone, puisque les dégâts de zone sont très puissants contre, contre une aberration. Donc ça retourne l'attaque contre son joueur, puis rien ne nous empêche aussi de récupérer une arme de tir, par exemple, quoi. Bon, voilà, vous avez quand même une dextérité relativement correcte hein, avec cette aberration, donc il y a beaucoup de capacités intéressantes là-dessus. Toujours au niveau 2, dans les capacités, le cercle de création. Vous créez un nombre d'anomalies alchimiques de votre choix dans la zone de contrôle de l'aberration, hein, et chaque anomalie créée entraîne la perte de 3 des 5 points de vie qui ignorent l'armure de l'aberration. Donc en fait, on choisit un membre, il va perdre 3 des 5 points de vie, et ça va créer une anomalie. Et donc, ben, ça, voilà, on est là dans l'idée de peut-être créer une nuée de petites anomalies qui vont venir embêter l'adversaire en explosant, etc., en créant des nuées de miasmes de poison, en tirant un petit peu, en engageant au corps à corps, puis quand ils vont être détruits, ça va peut-être après permettre de régénérer un petit peu euh, les, euh, les membres, puisque même si vous perdez un membre et que vous avez plein d'anomalies comme ça qui sont détruites, et ben, sur un 0 ou un 1, je rappelle, pouf, le membre revient à la vie avec la moitié de ses points de vie. Donc ça peut être un moyen très simple de, à moyen ou long terme, d'avoir des soins de membres. Par exemple, vous avez par exemple un bras, un pied ou votre tête qui est sur le point d'être détruite, hein, parce qu'il lui reste 4 ou 5 points de vie. Et ben vous dites, vous claquez ça, vous dites que je crée une anomalie, la tête qui a plus que 4 points de vie va perdre 3 des 5 points de vie, bah, même si elle fait 15, elle a plus que 4 points de vie, ben, elle est détruite, mais vous avez une anomalie sur la table. Et quand l'anomalie elle-même va être détruite, ça va vous donner une chance en plus de récupérer votre tête avec la moitié de ses points de vie. Donc au final, vous avez gagné plus de points de vie que vous n'en avez perdu. Et là-dessus, il y a des combinaisons à faire. Donc en fait, le cercle de création, comme ça, peut paraître un peu pourri, mais ça va jouer surtout sur les tas de boulons qui vont être créés et les capacités de nuisance. Parce que si d'un seul coup, vous créez 4 ou 5 anomalies comme ça peut être embêtant. Voilà. Et donc ça, c'est une capacité qui, pour l'avoir testée, est très forte. Parce que pareil, hein, chaque anomalie, ça crée une zone qui va favoriser l'effet un peu boule de billard avec les briscards quand vous les repoussez à droite à gauche, quoi. Parce que finalement, si vous prenez des dégâts de collision sur une anomalie, c'est pas grave. Et enfin, en niveau 3, pour vous mettre aussi l'eau à la bouche, un cercle de transmutation. Vous ciblez un briscard qui est dans les 3 brasses ou moins de vous. La cible doit faire un test de mental supérieur ou égal à 11 plus le niveau de l'aberration. Donc, bon, il y a certains briscards qui n'auront aucun problème à réussir ce genre de test. D'autres qui auront beaucoup plus de difficultés. Et en cas de réussite, la cible est projetée à 3 brasses, dégâts de collision. Hein. Donc même si elle réussit, elle est repoussée et elle va prendre des dégâts. Donc je rappelle, hein, si vous avez mis un cercle de feu derrière, ben, même si elle réussit, elle va être repoussée dans les flammes. Et ou sur un tonnelet de poudre qui pourrait exploser, etc. Et en cas d'échec, elle va être transformée en anomalie alchimique qui sera toujours sous le contrôle de son propriétaire jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Mais vous allez avoir en face, en fait, vous testez ça par exemple sur un colosse adverse, et s'il loupe son test, parce que même s'il a une constitution de 7 mais un mental de 1, et qu'il loupe, et ben pendant un tour, il se retrouve avec uniquement 15 points de vie, au lieu d'en avoir 42. Et si vous détruisez l'anomalie avec ses 15 points de vie, et ben ça vous fait un tonneau, ça vous fait de nouveau un petit tas de boulons au sol, que vous pourrez utiliser. Et en plus, ben, c'est un colosse en face qui a été complètement détruit.
Voilà. Donc on voit rapidement quand même que les capacités, euh, elles sont pas toutes là, il y en a plein d'autres, etc. Mais je voulais pas toutes les montrer non plus. Elles sont très fortes, très puissantes, et elles continuent de jouer vraiment sur le thème de la transmutation alchimique, qui est très présente et qui est très très forte. Vraiment, là-dessus, ils ont fait quelque chose de très très sympa, TGCM. On a donc fait le tour de cette aberration alchimique et de ses très nombreuses compétences et capacités. Et maintenant, je vais essayer de vous donner quelques conseils sur comment l'utiliser au mieux, avec pour objectif de réduire en pulpe la bande de briscards qui osent s'opposer à un tel monstre. Alors, la première chose, la véritable difficulté finalement en tant que joueur de cette aberration alchimique, c'est le nombre de compétences et de capacités que possède cette aberration qu'il va falloir gérer et en tout cas penser en même temps. Effectivement, contrairement aux aberrations symbiotiques ou totémiques, où finalement on active un membre et il y a des capacités qu'on va activer sur ce membre et puis c'est tout. Là, il y a de nombreuses petites règles qui sont un petit peu à droite à gauche et qu'on va pouvoir utiliser à tout moment. Je pense notamment par exemple aux 3 mâts qu'on voit sur donc, le tapis de l'aberration alchimique, qui vont permettre d'avoir des compétences qu'il faut toujours avoir en tête. Hein. Cette fameuse capacité à pouvoir se déplacer au début et à la fin de l'activation, à arriver à avoir une ligne de vue sur la totalité de la carte et même sur les briscards qui sont éthérés, invisibles ou camouflés, ou même pour le grand mât, la capacité à faire que la tête ignore les échecs critiques. J'en ai même pas parlé, mais par exemple avec le sort qui génère un écran de fumée où il ne faut pas faire d'échecs critiques, bah, tant qu'il y a le grand mât, vous ne pouvez pas faire d'échecs critiques, donc ce sort est une réussite automatique. Voilà. Donc c'est deux, trois petits points comme ça qu'il faut penser avec, de manière continue avec la gestion des tas de boulons. Ça, c'est une autre grande difficulté, c'est savoir quand est-ce que finalement, en tant qu'aberration, vous avez assez de tas de boulons sur la table ou est-ce qu'il faut en générer plus via l'activation de la tête ou via des capacités qui vont vous enlever quelques points de vie pour générer des tas de boulons ou générer des anomalies qui sont finalement des tas de boulons en puissance, hein, et arriver à faire cette gymnastique. Je vous avoue, moi, j'ai pas encore trouvé l'équilibre personnellement, mais il est forcé de constater que plus on a de tas de boulons sur la table, et plus l'aberration a tendance à être extrêmement résiliente, puisqu'on va générer beaucoup de soit d'anomalies, soit régénérer beaucoup rapidement, en tout cas nos membres. Au point que ça peut devenir extrêmement difficile pour l'adversaire de détruire notre corps, puisque très rapidement des membres vont revenir à la vie quasiment à chaque tour, et qu'après il suffit de se rapprocher et de récupérer ces différents membres pour les choper. Voilà. Euh, Là-dessus, c'est la principale difficulté. Gérer ces petites règles qui sont à droite à gauche et qui font en fait tout le sel et toute la puissance de cette aberration. L'autre difficulté et qui demande un petit peu de doigté, c'est effectivement par rapport aux activations des membres de cette aberration et à l'utilisation de ces capacités au bon moment. Puisque clairement, certains membres sont là pour faire les dégâts, là où d'autres membres, par exemple le bras de chasse, va vraiment être là en fait pour apporter un soutien, un support et pour pourrir le plan de l'adversaire ou préparer une activation qui va suivre ou une carte de capacité que vous avez en main. Et donc là-dessus, globalement, réaliser des combos entre vos cartes de capacité, les capacités de mouvement, de déplacement de votre aberration via l'activation des membres, c'est l'une des clés de la réussite de cette aberration. Parce que il faut bien se rendre compte, effectivement, hein, j'en parle depuis un peu plus d'une heure maintenant, cette aberration, elle fait mal, elle a la capacité potentiellement de faire exploser littéralement la totalité de la table, tout en piétinant une autre moitié de table si ça ne suffisait pas.
Mais pour ça, ben, il faut aligner les planètes, il faut bien préparer son coup via des mouvements en chaîne, en posant des tonnelets, en les lançant, en déplaçant les adversaires au bon endroit, etc. Sachant que forcément l'adversaire, lui, il va réagir, il va s'activer pour se déplacer et éviter tous ces pièges. Hein, en activant aussi des capacités qui vont bloquer les mouvements, ralentir les mouvements adverses, etc. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que c'est extrêmement puissant. Le souci, c'est qu'en face, il y a 500, 1000 ou 1500 points de briscard. Et globalement, votre aberration, elle n'a que finalement 6 ou 7 activations. Entre la tête, les deux bras, les deux jambes, ça en fait 5, plus ou moins les paulières au niveau 2 ou 3. Et après, les éventuelles anomalies que vous avez générées ou, ou les cartes de capacité. Mais au final, elle n'a pas plus d'activation qu'une aberration symbiotique. Or, une aberration symbiotique, elle est taillée, entre guillemets, pour affronter des bandes de 400 à 800 points de briscard, et pas des bandes de 1000 ou 1500 points. Et à 1500 points, les briscards adverses, ils auront énormément d'activation. Ce qui fait qu'il faut aussi penser à ça, c'est que quand vous allez activer, par exemple, votre tronche de votre aberration, il va se passer un très long moment potentiel avant qu'elle puisse se réactiver. Et c'est vrai que vu la puissance de la plupart de ses membres, on a envie d'activer, on a envie de claquer la totalité des points d'action pour taper, pour faire le plus de dégâts. Sauf qu'après, il y a peut-être 10, 12, 15 activations de briscard qui vont se déchaîner derrière et qui vont exploser les membres qui se sont déjà activés. Voilà. Donc ça, là-dessus, il faut vraiment faire attention sur le rythme d'activation. Il ne faut pas hésiter à utiliser les capacités qui, même au niveau 1, sont extrêmement puissantes, à utiliser quelques petits sorts et à générer le plus d'anomalies pour justement avoir des activations supplémentaires via ces anomalies. La dernière chose, en conseil, c'est que cette aberration, elle a beaucoup moins peur que ses deux collègues à sacrifier des membres, à les détruire soi-même via le sacrifice pour créer par exemple des anomalies, ou à se dire bon bah voilà, je vais perdre un membre parce qu'il va me détruire mon membre, tel ou tel membre, mais c'est pas grave parce que j'ai généré X tas de boulons et que grâce à ces tas de boulons, il y en a au moins un qui va s'activer et qui va régénérer un membre à la prochaine activation du briscard. Donc là-dessus, on peut, parce que forcément, ils vont revenir en chaîne, ces membres, et la grande difficulté, c'est de savoir justement aussi quand sacrifier des membres, ni trop peu, pour maximiser la puissance de vos activations, sans entraîner en fait une fragilité massive de votre corps. Parce que quand un membre est détruit, il est expulsé du corps, il est expulsé à une certaine distance, et même si ce membre, enfin ce tas de boulons, pardon, il est expulsé, et même si un membre repousse à cet endroit-là, il va falloir se déplacer d'une manière ou d'une autre pour que ce membre se rattache au corps. Et tant qu'il n'est pas rattaché au corps, le corps, lui, n'est plus protégé par ce membre. Et donc, si vous sacrifiez trop de membres de votre aberration trop vite, vous allez entraîner une vulnérabilité du corps de votre aberration, et le joueur briscard derrière va peut-être en profiter pour justement sauter sur l'occasion et achever votre aberration beaucoup plus vite. Et c'est l'une des difficultés de cette aberration, c'est oui, je peux sacrifier des membres pour générer des tas de boulons, parce que comme ça je sais qu'elle va revenir dans 1, 2, 3, 4, 5 activations. Mais ben, si vous perdez comme ça 2, 3 membres importants, les deux bras, les deux jambes ou la tronche, qui vont être là pour protéger le corps, et qu'il n'y a plus assez de membres pour protéger le corps, et ben, les briscards adverses risquent de détruire votre aberration. Une fois que le corps est mort, ben, vous avez perdu. Et c'est savoir jongler en fait là-dessus, sur le sacrifice d'un membre ou deux. Voilà. La gestion
de la réinvocation et de la régénération alchimique via ces têtes boulons pour ensuite maximiser votre puissance. Et vous aurez besoin de maximiser la puissance d'activation de vos membres ou de vos capacités, de cartes de capacité, parce que si vous jouez pas assez agressif, si vous gardez beaucoup trop de points d'action en défense, l'adversaire va pouvoir, contrairement à contre une aberration alchimique qui a 400 ou 600 points en face, à 1500 points, il va pouvoir aller au contact avec un ou deux briscards qui va sacrifier, qui va attaquer un membre ou deux de votre aberration, qui va se prendre les esquives ou les contres ou avec les points d'action que vous avez gardés en défense, qui va entraîner la perte du ou des briscards qui se sont activés. Mais derrière, c'est pas grave. S'il a perdu 2 briscards à 100 points, il lui en reste encore 1300 points pour continuer de taper. Et une fois que vous avez plus de points d'action, eh ben, vous allez encaisser. Et donc là-dessus, il y a toute une gestion à faire en conseil. Hein. Là, il n'y a pas de sauce parfaite. Hein. C'est un peu en fonction de la bande adverse et de vos capacités et de votre feeling. Et aussi de comment votre adversaire va jouer, s'il a tendance à jouer agressif ou autre. Voilà, dans les conseils que je peux donner par rapport à cette aberration, il faut globalement user et abuser de l'invocation d'anomalies grâce aux capacités et à la tête. Je rappelle encore une fois que cette aberration ne peut pas commencer avec des anomalies, puisqu'il n'y a pas de coût d'anomalie de noter dessus. Donc on ne peut pas commencer avec des anomalies en jeu. Donc il va falloir forcément les invoquer soit par magie, mais c'est compliqué au niveau 2 ou 3, soit via des cartes de capacité ou des compétences directement liées aux membres qu'on a vus précédemment. Et ces anomalies vont être là pour générer des têtes boulons, en plus des têtes boulons qui sont en place. Et plus vous allez avoir de têtes boulons, plus vous allez pouvoir vous permettre de sacrifier un ou deux membres via des capacités, etc., ou en utilisant la totalité de ces points d'action pour faire un maximum de dégâts. Et forcément, plus le temps va passer, plus vous allez pouvoir générer de tas de boulons, plus vous allez maximiser votre régénération, et plus votre adversaire va avoir du mal à finalement vaincre votre aberration. Pour les valeureux briscards qui ont l'audace et le courage d'affronter cette aberration, eh ben, comme on l'a vu, cette dernière n'a que très peu de défauts ou de faiblesses, puisque même au niveau de ses points d'action, ils sont relativement élevés pour une aberration. Néanmoins, il faut mettre quand même le relativement en gras et surligné, puisque c'est quand même une aberration qui a en face d'elle 500, 1000 ou 1500 points. Donc même s'il y a 5 ou 6 activations à 8 points d'action en moyenne, ça fait pas énorme quand en face il y a 1500 points de briscards qui a sûrement probablement 10 fois plus de points d'action. Donc ça peut être une première faiblesse de jouer justement sur le surcoût en points d'action, sur le nombre d'activations aussi que vous allez avoir. Alors ça va être compensé par le nombre potentiellement important d'anomalies qu'il va pouvoir invoquer, sur les capacités qui sont tout à fait inquiétantes à prendre dans la tête pour vos briscards. Hein. Et c'est une aberration qu'il n'est pas très simple de faire tomber par rapport à ses points de vie, son armure et ses caractéristiques. Néanmoins, il y a plusieurs options. Déjà, la force, l'intérêt de cette aberration par rapport aux deux précédentes, c'est que même les petits profils de briscards ont un intérêt. Pour deux raisons. Déjà, pour gérer les anomalies, les petits profils, c'est déjà bien. Ça permet d'activer un petit profil pour gérer ces petites anomalies qui vont se balader à droite à gauche. Mais aussi, il y a quelques petits profils de briscards qui sont extrêmement intéressants sur cette aberration, notamment pour les spécialiser dans la destruction de ces fameux 3 mâts. C'est un fameux 3 mâts, comme dirait la chanson. Et comme c'est une action de détruire un objet,
et qu'il faut absolument détruire ces points de structure le plus rapidement possible pour pouvoir vous protéger de certaines des combinaisons de cette aberration, avec notamment cette capacité à voir partout, à ignorer les échecs ou à faire des mouvements. Donc c'est encore à confirmer, mais pour moi, dès qu'il y a un déplacement, il y a un tonneau qui sort, et tant qu'il y a le mât, à chaque fois qu'il se déplace d'une brasse, pouf, il y a un tonneau qui pousse, quoi. Donc potentiellement, il peut y avoir très vite énormément de tonneaux quand ça va activer des membres, en tout cas, de cette aberration. Donc, avoir des petits profils comme ça qui vont, entre guillemets, se sacrifier pour détruire les mâts, c'est un double intérêt. Déjà, en détruisant rapidement les mâts via les bonnes capacités et les bons équipements, hein, je pense par exemple effectivement au journalier chien avec sa hache d'abordage qui va facilement réussir cette activation. Il y a d'autres compétences, d'autres briscards ou d'autres armes, je crois, qui majorent les dégâts infligés aux objets. Hein, je crois qu'il y a un Sundar ou deux d'ailleurs qui font beaucoup plus de dégâts de points de structure. Au lieu de faire 1d5 moins 2, ça fait 1d5, je crois, par exemple. Il y en a 2-3 comme ça qui ont cette capacité. Et ceux-là vont pouvoir rapidement détruire ces mâts. Et comme je le disais, c'est un double intérêt. Le premier, l'aberration n'a plus accès aux capacités de ces mâts. Ces mâts-là ne peuvent pas être réparés. Ils ne peuvent pas, avec un tas de boulons, être remis en état une fois qu'ils sont détruits. Et l'autre intérêt, c'est que si vous laissez ces mâts-là et que vous attaquez un membre ou le corps de l'aberration, et en fait, le joueur de cette aberration peut décider de sacrifier ce mât pour rendre des points de vie aux membres ou au corps qu'elle souhaite. C'est l'une des capacités de ce mât. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il tombe, etc. Mais ça lui permet de sauver un membre qui ne s'est pas encore activé à ce tour-ci et qu'il a absolument besoin. Et donc, détruire ces mâts semble être une des priorités pour ces petits profils. Et quand vous avez 1000 ou 1500 points de briscard, vous pouvez très bien décider d'avoir un ou deux briscards qui vont être dédiés à ça pour aller rapidement les chercher à les détruire. La deuxième chose, là c'est un conseil on va dire commun, c'est les attaques de zone, à distance notamment. Je pense aux canons ou aux tirs de zone, comme toujours chez les Sundar, c'est là où il y en a le plus, avec le grenadier par exemple, ou l'un des derniers qui est sorti, avec un tir qui fait en dégâts de zone, je crois, dans le nouveau starter. Hein. Tout ça, ça va permettre de rapidement détruire plein de cases d'armure et d'endommager un petit peu les différents membres de cette aberration, rapidement. Voilà. Ensuite, à côté de ça, il faut penser, quand vous allez faire votre bande de briscards, à avoir des dégâts variés. Quand j'entends par ça, c'est avoir des dégâts de type contendant, avoir des dégâts de type tranchant et avoir des dégâts de type perforant. Parce que comme on l'a vu, certains des membres de cette aberration vont avoir une armure largement augmentée en fonction du type de dégâts. Et si vous jouez que des briscards qui ont des attaques contendantes, il y a un ou deux membres de cette aberration que vous aurez énormément de mal à détruire tant que son armure n'est pas mise hors jeu. Sauf que, comme on l'a vu, avec l'état de boulon qu'elle va pouvoir générer de manière assez fréquente, cette aberration va pouvoir régénérer des points de vie, mais aussi des cases d'armure, et donc régénérer les fameuses cases d'armure qui vont vous gêner. Pensez aussi dans vos briscards, dans la mesure du possible, à recruter des briscards qui finalement n'ont pas besoin d'équipement pour être efficaces. Y a certains briscards qui sont très forts et qui tapent très fort, ou en tout cas qui sont très compétents sans armes. Je pense là par exemple aux Maoks, qui ont certains de leurs membres qui ont une règle dont j'ai plus le nom en tête, qui fait que quand ils tapent avec leurs poings, leurs pieds ou leur tête, ils n'ont pas de malus en fait,
comme quand ils donnent un coup de boule, pardon, c'est pas constitution moins 2 dégâts, mais c'est constitution dégâts. Quand ils donnent un coup de poing, c'est pas force moins 1, c'est force dégâts. Et quand ils donnent des coups de pied, c'est pas dextérité moins 2 en dégâts, mais c'est la dextérité. Et donc, ces briscards-là sont très forts, entre guillemets, contre l'aberration alchimique, parce que comme ils n'ont pas d'équipement, ben, les cartes de capacité qui détruisent les équipements, ou quand la tête s'active et commence à mâchonner votre briscard et à dévorer littéralement vos équipements, ben, elle n'a rien à manger. Et si elle n'a rien à manger, elle n'a pas de quoi se régénérer, elle n'a pas de quoi générer une autre anomalie, elle n'a pas de quoi régénérer les points de vie, les caisses d'armure, et elle ne peut pas voler votre équipement. Voilà. Donc ces briscards-là sont extrêmement forts, et ça va bien dans le principe de l'aberration alchimique, puisque l'aberration n'ayant rien à transmuter, ben, elle n'a pas de composants et d'ingrédients pour réaliser sa magie alchimique. Et donc, ces briscards-là sont très intéressants par rapport à cette aberration. Voilà. D'autant plus que je crois que le colosse Maok, il a une capacité qui permet de repousser l'aberration alchimique. Ce qui permet potentiellement de protéger, de repousser l'aberration sur des tonneaux, et donc de lui infliger des dégâts d'impact, etc. On peut retourner cette capacité d'invocation de tonneaux à droite à gauche contre elle avec ce genre de capacité. Donc les briscards qui peuvent déplacer l'aberration grâce à une attaque, il faut l'utiliser. Alors attention, hein, il y a certaines de ces attaques, c'est marqué, le briscard adverse va être repoussé de temps. Sauf que, on rappelle, l'aberration n'est pas un briscard. Donc dans ce cas-là, cet effet ne fonctionne pas. Donc il faut bien faire attention quand vous recrutez votre bande. Et un dernier conseil sur cette aberration, c'est comment finalement arriver à vaincre l'aberration alors qu'elle va passer son temps littéralement avec tous les tas de boulons qu'elle va passer son temps à générer, à régénérer des tas de membres. Eh bien, il va falloir réaliser un timer. Il va falloir timer votre attaque finale pour détruire le corps. Et comment on peut faire ça? Ben, de plusieurs façons. C'est soit effectivement vous avez tellement d'activation que vous forcez le joueur adverse à activer tous ses membres, et à ce moment-là, ben, vous activez vos briscards importants pour tout détruire et puis essayer de donner le coup final avant la nouvelle activation, avant le tour suivant. Et si vous arrivez au tour suivant, ben, vous croisez un peu les doigts en espérant que l'aberration loupe ses premiers jets d'activation. Mais là, vous comptez un petit peu sur la chance. La deuxième possibilité, c'est en fait de réduire les points de vie, détruire les caisses d'armure et réduire les points de vie de un peu tous les membres de cette aberration. C'est-à-dire qu'au lieu de les détruire un par un, je détruis un bras, puis je détruis un autre bras, puis je détruis la tête, etc. Vous pouvez, par exemple, mettre tous les membres de l'aberration à 2-3 points de vie, hein, par exemple, et le tour où vous le sentez, et ben là, vous allez tout lâcher. Là, vous allez attaquer le corps avec les petits briscards parce que elle pourrait se défendre un peu moins bien, ou directement un membre en particulier avec un gros briscard. Et là, le joueur n'aura pas le choix. C'est que à ce moment-là, comme il n'aura plus beaucoup de points de vie, tous les membres, ou en tout cas les derniers membres qui lui restent, vont tomber rapidement, et vous pourrez alors achever le corps dans le timer, en espérant que pendant vos prochaines activations, il n'y a pas un ou deux membres qui vont, entre guillemets, régénérer à 2-3 brasses de l'aberration, et que cette dernière n'aura pas la capacité à venir sauter sur ce membre pour revenir avec la moitié des points de vie de ce membre. Voilà. Il va falloir en fait trouver une fenêtre d'opportunité et créer cette fenêtre d'opportunité via les dégâts de zone, via la destruction de SEMA, via la gestion de tout ça et par exemple en arrivant à écarter l'aberration de ces différents tas de boulons.
pareil, avec des capacités qui permettent de repousser cette aberration ou autre. Et c'est joli sur le papier, c'est beaucoup plus compliqué à faire sur la table. Parce que, effectivement, entre les cartes de capacité qui vont mettre des zones de difficulté, qui vont réduire vos mouvements, les tonneaux de poudre qui vont apparaître un peu partout sur la table et qui risquent de vous exploser à la tête à tout moment, ça va être compliqué d'arriver à mettre ce timer. Et ça peut très vite dégénérer, puisque si au moment où vous allez lâcher la sauce et détruire les 2-3 membres qui restent, et qu'à ce moment-là, il se passe un mauvais truc et que l'aberration arrive à récupérer un membre et donc à redéfendre comme ça et à tenir jusqu'au tour suivant pour petit à petit se régénérer, vous allez être dans une course infinie comme ça. L'autre chose, c'est qu'effectivement, l'aberration, pour récupérer ses membres qui vont se protéger, il faut qu'elle se déplace. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait encore, par exemple, l'une de ses deux jambes, ou qu'elle ait encore ce fameux mât qui lui permettent de se déplacer à chaque activation. C'est le mât d'Artimon. Si vous avez détruit le mât d'Artimon et que vous avez détruit par exemple ses deux pieds, elle va avoir du mal à se déplacer. Alors bien sûr, rien n'empêchera à la première régénération d'un tas de boulons de régénérer un pied qui va sauter ou se déplacer pour se raccrocher à l'aberration qui de nouveau pourra de nouveau se déplacer. Voilà. Mais il va falloir jouer là-dessus pour l'empêcher de se déplacer. Par exemple, s'il y a un membre qui réapparaît, mettre des briscards au contact, au corps à corps, de ce membre-là pour l'empêcher de se déplacer facilement ou de le redétruire rapidement. Voilà. Donc c'est quelques conseils comme ça que je peux vous donner. Les conseils génériques des autres aberrations fonctionnent et il va falloir tester. Je pense qu'il y a de nombreuses capacités, de nombreuses combos qui peuvent fonctionner, mais c'est compliqué, sachant qu'il ne faut pas se leurrer, les capacités de destruction de masse et de destruction à haut niveau de cette aberration font que même si vous avez 1500 points de briscard sur la table, il ne faut pas espérer qu'il y ait encore 1500 points dès la fin du premier tour. Entre les tonneaux qui vont péter, entre les tirs à longue portée, des batteries d'artillerie, parce que là c'est clairement de la grande batterie d'artillerie que vous allez potentiellement prendre sur la tête, parce que potentiellement si vous prenez une première activation d'un des 5 tirs d'artillerie qui va réduire à néant tous vos points d'action, et qu'après vous prenez un autre tir qui va vous faire 1 des 10 plus 6 de zone, il n'y a pas beaucoup de briscards, on va dire hors colosse et monture, qui peuvent encaisser ça sans broncher. Et là où les autres face aux autres aberrations, on pouvait dire il suffit de vous équiper, vous mettez des armures, vous mettez des boucliers, etc. Oui, c'est bien, sauf que l'aberration là potentiellement peut les manger. Voilà. Et donc il va falloir arriver à consommer entre guillemets les quelques équipements que vous avez pour qu'ils soient le plus efficaces possible avant qu'ils soient dévorés. Et ça marche aussi pour tout ce qui est cataplasme, etc. Puisque quand elle mâchonne un de vos briscards, elle va bouffer la totalité de ses équipements. Les potions, elles volent. Votre casque de capitaine, là, le chapeau du capitaine Georges Le Fou par exemple, il peut être dévoré aussi. Il y a tout qui risque de se faire dévorer. Et donc il va falloir penser à jouer sur autre chose que des combinaisons liées à votre équipement. Donc voilà, pour les quelques conseils que je peux vous donner, je vous avoue que l'aberration au niveau 3 pour l'instant, moi personnellement, j'ai pas réussi à la tomber. Donc j'ai peut-être des conseils que j'ai loupés, des choses que j'ai loupées. Ça se trouve peut-être que d'autres joueurs qui lisent ou qui écoutent plutôt cette vidéo YouTube auront des conseils à donner en commentaire que je n'aurais pas dit, que j'ai peut-être même pas pensé, parce qu'effectivement je suis loin d'avoir la science infuse, j'ai pas la connaissance complète sur ça, je parle uniquement de mon expérience de jeu, et j'espère en tout cas pouvoir vous aider à jouer et à affronter cette aberration, et en tout cas vous avoir donné envie de tester cette aberration alchimique et ces deux comparses
parce que vraiment, c'est un mode de jeu qui vaut le coup. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.